Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, la victoire en Israël du Likoud et de Binyamin Netanyahou. L'issue des législatives hier soir est clairement une surprise de taille au vu des derniers sondages. Comment réagissent les marchés et à quoi pourrait ressembler la politique économique et sociale du futur gouvernement? Michael Gabay nous répondra. Également dans cette édition, la baisse de l'euro, sa chute même face au dollar ces dernières semaines et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des touristes étrangers sur le vieux continent. Les Américains, notamment, vous le verrez, se félicitent du retour vers la parité. Et puis quand Boko Haram met à mal l'économie des pays d'Afrique de l'Ouest, nous ferons le point sur la situation au Cameroun. Routes bloquées, marchandises difficiles à acheminer et des prix qui flambent. Quelles sont les solutions? Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actu éco à l'international et à la une, cet accord historique signé cette fois entre Israël et l'Égypte. Accord gazier, Israël exportera vers son voisin jusqu'à 5 milliards de mètres cubes de gaz sur 3 ans dans un premier temps, pour un montant situé autour de 2,5 milliards de dollars. Alors le gaz sera extrait du gisement offshore Tamar qui se trouve au large de Haïfa. Les flux vont donc s'inverser puisque l'Égypte était jusqu'ici un important exportateur de gaz vers la région et avait fourni Israël 20 ans durant, une donne mise à mal par l'insécurité dans le Sinaï. Les rumeurs quant à un accord couraient depuis quelques jours. Un gazoduc devrait être construit pour l'occasion avec des partenaires italiens et espagnols avant d'entrer en service d'ici 2 ans. Et autre gazoduc, celui qui permettra d'acheminer le gaz d'Azerbaïdjan vers l'Union européenne. Son nom, TANAP, il passe par la Turquie. Sa construction a été lancée, vous le voyez, officiellement en présence hier du président Erdogan. 1850 km de long et un coût estimé à 10 milliards d'euros. Le projet devrait aboutir en 2018. Toujours dans le domaine de l'énergie, des images de la Nigeria Oil and Gas Conference. Ça se passe cette semaine à Abuja, le plus grand sommet de l'Afrique de l'Ouest pour les secteurs pétroliers et gaziers. Et les grands acteurs mondiaux de ces industries sont au rendez-vous avec des défis conséquents. D'ici 2050, la demande en énergie va fortement augmenter, car la population devrait croître de 100%. Shell est une société futuriste et c'est sa pensée innovante il y a quelques décennies sur la nécessité d'optimiser la consommation d'énergie qui a donné naissance à la compétition énergétique. En Europe, des heurts et des violences ce mercredi à Francfort pour l'inauguration officielle du nouveau siège de la BCE. Voitures incendiées, barricades enflammées. Les forces de l'ordre étaient mobilisées par milliers face aux adversaires de l'austérité. Des manifestants qui s'étaient réunis par milliers à l'appel du groupe Blockupy anticapitaliste pour condamner les politiques de rigueur budgétaire en zone euro. Le nouveau bâtiment qui a coûté 1,3 milliard d'euros est occupé depuis l'automne dernier par l'institution. Quand on regarde les politiques d'austérité de ces dernières années, influencées par la BCE, et ce que cela a provoqué, surtout dans les pays d'Europe du Sud, comme en Grèce, où le taux de suicide a augmenté brutalement, où les gens doivent vraiment pêcher leur nourriture, eh bien la BCE est responsable et il est très important de manifester contre ces célébrations. Et sachez qu'en France, le ministère des Finances envisage, dans le cadre de ses mesures pour lutter contre le financement du terrorisme, d'interdire les paiements en liquide de plus de 1 000 € contre 3 000 aujourd'hui. L'Ukraine cherche à réduire sa dette. Malgré les 17 milliards de dollars de prêts récemment accordés par le FMI, Kiev reste en situation d'urgence financière et espère un allègement de 15 milliards sur une dette qui s'élève à 40 milliards. La ministre des Finances se dit prête à davantage de flexibilité et n'exclut pas une extension de la maturité de sa dette. Nous aurons besoin de plus d'aide. La contribution du FMI, 17,5 milliards de dollars, représente moins de la moitié du paquet de 40 milliards, qui est nécessaire pour les 4 prochaines années. Le gouvernement américain a fourni un montant supplémentaire de 2 milliards et nous espérons que cette contribution augmentera. La hausse éventuelle des taux de la Fed aux États-Unis est déjà dans toutes les bouches, y compris celle de Christine Lagarde, qui a invité hier, vous le voyez en Inde, les pays émergents à s'attendre à davantage de volatilité des flux de capitaux, surtout pour ceux qui affichent une forte croissance. La fin des politiques ultra-accommodantes de la Fed pourrait révéler au grand jour, selon elle, les vulnérabilités de ces économies. Les conditions économiques s'améliorent dans certaines économies avancées. Aussi, il faut s'attendre à un rééquilibrage des portefeuilles hors des économies de marché émergentes. Il peut y avoir une certaine volatilité. Les marchés émergents doivent se préparer à cette volatilité, aux risques et à l'incertitude.
Et à propos justement des grandes institutions financières internationales, la Banque mondiale a sans doute trouvé une concurrente de poids, la nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, créée à l'initiative de la Chine, qui vient d'enregistrer l'adhésion de 3 nouveaux pays européens et non des moindres, l'Allemagne, la France et l'Italie, à la suite du Royaume-Uni. De quoi pousser Washington à s'interroger sur sa perte d'influence. Notre incapacité chronique à approuver les réformes du FMI pousse d'autres pays, y compris certains de nos alliés, à se questionner sur notre engagement envers ces institutions pour lesquelles nous avons œuvré si dur. Et jusqu'à ce que ces réformes soient mises en place, les États-Unis risquent de voir leur rôle prééminent érodé, d'autant plus que de nouvelles institutions financières s'établissent en parallèle. Et puis la bataille budgétaire aux États-Unis est bel et bien engagée. Les Républicains ont présenté une proposition qui vise à éliminer les déficits publics d'ici 9 ans en réduisant les programmes sociaux et les dépenses intérieures et en supprimant la réforme de santé du président dont on écoute la réaction. Malheureusement, on peut constater notre échec à investir dans l'éducation, les infrastructures, la recherche et la défense nationale. Tout ce dont nous avons besoin pour croître, créer des emplois, rester à la pointe de l'innovation et garder notre pays sûr. Ce n'est pas un budget qui reflète l'avenir, ni qui reflète la croissance. « 30 sièges de députés pour le Likoud, 24 pour l'Union sioniste. Aucun sondage n'avait prédit un tel scénario. Et pourtant, c'est Binyamin Netanyahou qui sort grand vainqueur des législatives d'hier en Israël. Il devrait former la prochaine coalition à droite, au vu des résultats, avec peut-être la présence du centriste Moshe Carlon au Trésor. En ligne avec nous, l'économiste Michael Gabay. Bonjour. Bonjour. D'abord, on l'a dit, la sensation, c'est le score du Likoud, l'ampleur de cette victoire. Comment y ont réagi les marchés ce matin ? Les marchés réagissent de manière plutôt, on va dire, stable. La bourse de Tel Aviv qui avait ouvert avant légère hausse ce matin a fini par une très très légère baisse de 0,1%. Il y a 2 indices qui sont très intéressants à regarder dans le marché pour voir un petit peu la réaction aux élections. C'est l'indice des banques qui baisse de 1%. On sait qu'un des programmes phares de Moshe Carlon, c'est justement s'attaquer au monopole, enfin au duopole des grandes banques israéliennes avec une série de réformes afin d'intégrer de la concurrence qui fait un petit peu peur au marché. D'ailleurs, la banque Yomi, la banque Hapoalim baissaient de plus de 1% aujourd'hui à la clôture. Et d'un autre côté, on a l'indice du gaz et du pétrole qui monte de près de 6% aujourd'hui à la bourse, 5,8% pour être exact. Les acteurs du marché gazier avaient très très peur d'un gouvernement dans lequel pourrait siéger Sheli Yachimovitch, quand on sait la hargne qu'ont mis certains membres de l'Union sioniste contre justement les exploitants du gaz en Israël. Ouais, alors maintenant, les défis du futur gouvernement, ils sont nombreux. Il faudra tenir compte bien évidemment du besoin de changement au niveau social. On le voit avec le poids des centristes. Parfaitement, il y a eu un vrai... le discours de Carlon, qui est, il faut se rappeler, un ancien du Likoud, enfin un historique du Likoud, qui vient appuyer sur la fibre sociale, fait que peut-être que le gouvernement doit un petit peu changer, pas forcément d'action, mais peut-être de discours, trouver des solutions fortes et assez rapides sur certains points brûlants. Mais en même temps, il faudra rester comment on appelle ça, calme et serein et comprendre que les processus qui ont été mis en place par les différents gouvernements d'Israël jusqu'à aujourd'hui vont dans le bon sens et qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre, d'un côté, une accélération de certaines mesures sur certains points et d'un autre côté, ne pas mettre en péril l'équilibre et la bonne tendance du marché israélien. Équilibre et stabilité. Merci, Michael Gabay, pour ces explications. Et direction l'Europe à présent, 1,06 $ environ pour 1 euro contre 1,40 il y a un an. Aucun doute, les Européens ressentent les effets de la chute de la monnaie unique, effet bénéfique pour les entreprises qui exportent, négatif en revanche pour les produits importés. Mais un secteur peut sans doute se réjouir du retour vers la parité, celui du tourisme, une quasi-parité qui fait du vieux continent une destination de premier choix. Les détails avec Johanna Citruc. Il y a un an, 1 euro valait quasiment 1,40 $. Mais depuis, la monnaie unique a perdu plus de 30% de sa valeur. Une chute qui s'est accélérée avec le programme de rachat de dettes de la Banque centrale européenne début mars. À présent, l'euro et le dollar frôlent la parité. De quoi séduire les touristes venus visiter le vieux continent, et particulièrement les Américains.
C'est bien d'avoir ce taux de change. Avant, on faisait nos achats en euros et maintenant, c'est surtout en dollars. C'est vraiment bien parce que lorsqu'on rentre chez nous, on n'a pas de surprise en regardant la facture de nos vacances. Un taux de change attractif que certains voyageurs américains voient comme un gain important, ce qui les pousse à consommer davantage. C'est formidable. J'étais déjà venue en Europe avant et c'était bien plus cher. Donc là, je profite de cet argent supplémentaire et nous allons probablement aller faire du shopping aujourd'hui. Plus généralement, c'est l'ensemble des produits vendus en euros qui gagnent en attractivité, qu'ils soient achetés sur place ou exportés en direction des États-Unis. Et cette situation devrait perdurer, voire s'intensifier. D'après la banque d'investissement Goldman Sachs, l'euro devrait continuer de se déprécier pour atteindre 80 centimes de dollar d'ici fin 2017. Léger rebond tout de même pour l'euro ce mercredi avant la Fed. On s'intéresse maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays, on sait, luttent actuellement contre la secte djihadiste Boko Haram, un mouvement dont les crimes sèment la terreur dans la région jusqu'à mettre en difficulté l'activité économique. Déjà aidé dans son effort de guerre par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Cameroun subit le blocage de ses routes commerciales. Du coup, ce sont les prix qui flambent. Anthony Lesme. Nous sommes dans le nord du Cameroun, à Mouara. Ville de transit, les camions sont à l'arrêt. Les islamistes de Boko Haram pénètrent régulièrement sur cette route commerciale entre le Nigeria et le Tchad et bloquent le commerce entre ces deux pays. Bon, la situation est un peu dégradée par rapport à la voie qui n'est pas libre. Maintenant, il y a l'insécurité et tous les chauffeurs sont obligés de venir garer les camions ici. C'est très difficile pour ça, c'est vrai. Très difficile parce qu'il n'y a pas d'abord de véhicules. Et si vous rencontrez des véhicules, les coûts coûtent très cher. Les hausses de prix pressent une économie déjà en grande difficulté. L'arrivée de milliers de réfugiés et la chute de la fréquentation touristique minent la région. Boko Haram sème la terreur en tuant les routiers et en pillant les marchandises. Il faut chercher les camionneurs qui veulent donc acheminer. Avec l'insécurité, ça fait un flambé de prix qui était de 15 000 à 24 000 la tonne. Pour lutter contre cette insécurité, le Tchad a déployé 2500 soldats à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Pas sûr que cela suffise, d'autant que Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique et pourrait recruter ainsi de nouveaux combattants. Une lutte qui s'intensifie. Et tout de suite, le Media Watch. Le tourisme low cost pour entamer cette revue de presse éco avec une annonce majeure de Ryanair. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors des vols à prix cassé entre l'Europe et les États-Unis maintenant. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que la première compagnie aérienne low cost en parle. Mais cette fois, comme l'explique le quotidien britannique Guardian, le projet pourrait bien devenir réalité. Pourquoi ? Parce qu'il a été approuvé par le conseil d'administration. Dans le détail, la compagnie voudrait en fait relier une douzaine de villes européennes, comme par exemple Dublin, Londres ou encore Berlin, avec une douzaine de villes américaines, notamment New York, Boston ou encore Washington. Le tout à bas prix avec des billets à seulement 10 livres. Ça fait environ 14 $. Des annonces qui font donc rêver les consommateurs, mais dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque premièrement, il n'y aura que quelques sièges par vol, donc à bas prix, à 14 $. Une fois qu'ils sont tous vendus, eh bien, les prix augmentent au fur et à mesure pour atteindre quasiment ceux des autres compagnies. Et par ailleurs, si toutefois ce projet est réalisé, ce ne sera pas avant 4-5 ans, puisqu'il faut d'abord que Ryanair se dote d'appareils d'avion long courrier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il faudra rentabiliser tout ça. Joanna, on évoque à présent Nintendo, avec bientôt des jeux sur smartphone pour le japonais. Oui, effectivement, mardi, Nintendo a annoncé un partenariat avec Dena. Dena, c'est un des leaders du jeu pour smartphone au Japon. Plus précisément, en fait, ça veut dire que chacune des deux sociétés va entrer au capital de l'autre. Nintendo va acquérir 10% de Dena et Dena va acquérir 1,24% de Nintendo. Ainsi, les deux géants vont pouvoir coopérer, vont pouvoir travailler ensemble et proposer des jeux pour mobile. Un marché qui est donc de plus en plus important et sur lequel les joueurs se déportent donc de plus en plus par rapport à celui des consoles. Et apparemment, David, vous n'êtes pas le seul à apprécier l'arrivée de Mario, Zelda et Donkey Kong sur smartphone. Les investisseurs aussi sont ravis puisque ce mercredi, eh bien, l'action Nintendo s'est envolée de 21%. En tout cas, l'attente est là. Et puis, autre nouveauté cette fois, chez
chez Facebook. Dites-nous tout, Joanne. Oui, rembourser un collègue de travail, avancer de l'argent à un ami ou encore participer à un cadeau commun. Des tâches qui vont bientôt être encore plus simples qu'auparavant. D'ici quelques mois, une nouvelle option va faire son apparition sur Facebook et plus précisément sur l'application de messagerie instantanée de Facebook. Il s'agit d'un service pour envoyer de l'argent à ses contacts. L'utilisateur n'aura qu'à cliquer sur le sigle $, ajouter son numéro de carte bancaire et choisir le montant à transférer, le tout gratuitement puisque le réseau social ne prend aucune commission. Pour ce qui est de la sécurité, eh bien Facebook a tenté de rassurer et explique qu'il va utiliser soit un code secret, soit un système de reconnaissance digitale pour les smartphones qui en sont équipés. Alors si dans de nombreux pays, ce service est totalement nouveau, comme par exemple en Europe et aux États-Unis, eh bien en Asie, ça existe déjà et depuis un petit moment. Il y a notamment l'application chinoise WeChat. D'ailleurs, lors du Nouvel An chinois le 19 février dernier, plus de 40 millions de transactions ont été effectuées via cette messagerie. Facebook qui copierait un groupe chinois. Intéressant. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.